Nous sommes tous multifacettes et nous avons tous une histoire à raconter. Vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes du monde dentaire. Je vous propose de venir avec moi écouter des personnalités engagées, passionnées, dont le parcours est surprenant ou atypique. L'objectif est de mettre en lumière des femmes, des hommes qui ont réussi à conjuguer leur vie professionnelle et leur passion, qui se sont investis à 100% dans leur carrière ou qui ont osé tout quitter pour changer de vie. Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et ici votre hôte. Je vous ai déjà parlé de mes années d'errance à me demander si j'étais à ma place dans cette profession et de ma réconciliation récente avec mon métier. J'ai compris et accepté depuis longtemps que je ne serai jamais une grande technicienne, ni une conférencière à la renommée internationale. Mais finalement, est-ce que c'est si grave ? Aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre, mais je n'ai aucune certitude quant à ce qui me nourrira demain. Ce dont je suis certaine, c'est que je suis une soignante. Au travers de sa narration, Julie nous donne sa définition du soin, qu'elle dessine au fur et à mesure de ses missions. Julie Grondin a grandi à La Réunion, elle est venue faire ses études de chirurgie dentaire à Toulouse, puis s'est envolée pour le Québec. Son amour pour le soin, l'humain et l'aventure l'a conduite à plusieurs reprises au nord du Québec, pour soigner les peuples autochtones inuits ou des Premières Nations. Peut-être avez-vous relevé l'absence de femmes parmi mes invités depuis le début d'année. Bien sûr, c'est involontaire, et le récit qui va suivre va combler ce manque. Mettez votre casque, prenez un moment pour vous, fermez les yeux. Dans le récit que vous allez bientôt découvrir, vous allez franchir la ligne des arbres et partir en immersion complète à la rencontre des populations autochtones du Québec. Tu feras la mouée, mon souffle souclotant longtemps, camaillon en foutant. Moi c'est Julie, donc c'est ça, moi je suis née à l'île de la Réunion. Je suis partie en France pour les études, donc à 18 ans, pour faire chirurgie dentaire à Toulouse. Dentiste, c'est pas du tout ce que je voulais faire au départ. J'avais pas d'a priori sur le métier de dentiste, mais c'est juste que je connaissais pas du tout. J'ai jamais eu de caries, j'ai jamais eu de soins dans ma bouche, même aujourd'hui. Et donc c'est vrai que je savais pas ce que c'était avant de justement faire le concours médecine, et je l'ai pas eu du premier coup, donc j'ai doublé ma première année, et au moment de choisir, c'est ça, je pouvais pas accéder à médecine. Donc j'avais le choix avec le reste, et c'est vrai que j'ai choisi un peu de dentiste un peu par hasard en me disant que ça ressemble à médecine, ça a l'air plus manuel, c'est sûrement quelque chose qui me correspond mieux. Donc je me suis lancée dans l'aventure sans trop savoir ce que c'était. Et je suis restée 10 ans à Toulouse, et ensuite j'ai décidé de venir au Québec. Donc je suis arrivée en 2017 et j'ai fait mon équivalence de diplôme, parce qu'il y a des accords qui sont reconnus depuis 2012 entre la France et le Québec qui permettent de ne pas avoir à tout repasser les études ou pas avoir besoin de repasser l'examen pour devenir dentiste au Québec. Et donc ça consiste en 6 mois de stage, donc avec un maître de stage qui est accrédité par l'Ordre des dentistes du Québec. Et donc c'est 6 mois et avec des examens à passer. J'ai travaillé 2 ans à Toulouse, donc aux alentours. En fait, j'ai travaillé à Groyer et à Villefranche de Lauragais, donc pendant 2 ans dans des centres mutualistes. Je m'étais engagée là-dedans parce que je savais que j'allais partir déjà, donc je voulais pas m'engager avec une collaboration, sachant que j'avais déjà cette idée de départ. Donc ça m'a bien aidé pour préparer mon arrivée au Québec. Et quand je suis arrivée ici, j'ai travaillé tout de suite en cabinet privé. Parce que le dentiste qui m'a accueilli, donc lui, il avait une clinique qui était un petit peu plus loin de Montréal, mais ça s'est très bien passé.
Et donc ensuite j'ai continué dans les cabinets privés jusqu'à ce que justement j'essaye de laisser plus de place en fait à mes missions dans le Nord. Moi, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas tellement la technique qui m'intéressait dans le métier. Et c'est vrai que en France, le système de santé fait que t'as pas le choix vraiment, je pense, de un peu te spécialiser ou aller plus vers l'esthétique, les implants, etc. Il y avait toujours comme une impression de cette course en fait à la technique que j'ai pas trouvé ici. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ma conception du soin, je pense, c'est vraiment, je me suis rendu compte en fait il y a pas si longtemps que en fait c'est juste soigner les gens, quoi, soigner des gens, créer du lien en fait, d'humain à humain. Et ça, c'était ce qui était le plus important pour moi, quoi. Aider, avoir cette impression d'aider les gens et aussi cette relation de soin qui est très, très, très importante pour moi. Alors, dès que j'ai fini mon stage pour l'équivalence de mon diplôme, je pense que j'ai toujours eu cette envie un peu d'aventure. Donc, c'était plus par rapport au voyage, aux vacances ou des choses comme ça. Et puis là, je me suis dit, bon, ça y est, je suis au Canada. Est-ce qu'il y a moyen de... tout en travaillant, de pouvoir voyager, vivre des expériences un peu différentes. Et là, j'avais commencé à regarder, parce que il n'y a pas vraiment d'offres d'emploi pour partir dans le Nord. Ça a vraiment été une démarche personnelle de voir jusqu'où je pouvais aller. Est-ce que j'ai le droit de travailler dans d'autres provinces du Canada, parce que les accords officiellement sont juste pour le Québec. Donc ça a été toutes ces recherches que j'ai fait, et je me suis rendu compte qu'on pouvait aller déjà au Québec, travailler dans des régions plus éloignées. Moi j'appelle ça des missions, mais c'est vraiment, on est envoyé en fin de compte par la RAMQ, qui est l'équivalent de la Sécu en France, et qui nous envoie donc frais de transport, logement, tout ça, qui nous permet d'aller dans ces régions éloignées pour prodiguer des soins. Alors il y a plusieurs types de missions aussi, ça en fonction du système, parce que je vais expliquer aussi un petit peu par rapport aux Premières Nations et aux Inuits. Donc, il y a 11 Premières Nations au Québec, il y a plus les Inuits, et c'est divisé en territoires en fonction de chaque nation. Et ça, c'est très important parce que il y a plein de traités qui ont été signés en fin de compte avec le gouvernement du Québec, mais aussi le gouvernement du Canada, donc au niveau fédéral. Et ça répartit les territoires et les systèmes aussi de santé, en fin de compte. Donc pour les Inuits, eux, ils ont un territoire qui s'appelle le Nunavik, donc c'est tout le nord du Québec, c'est au-delà de la limite des arbres, la ligne des arbres, on appelle ça. Donc c'est au-delà de ça, t'as que de la toundra. Et à partir de là, ils ont signé des traités donc, pour l'exploitation du territoire par le gouvernement du Québec, avec des barrages hydroélectriques, des choses comme ça. Donc ça a été des accords, des négociations pendant des années. Et le Nunavik est divisé, en fin de compte, il y a 14 villages inuits. Et il y a deux hôpitaux, en fait, 2 secteurs. Donc 7 villages d'un côté, 7 villages de l'autre côté. Et chaque hôpital a son administration, et donc il faut arriver à joindre en fin de compte l'administration de l'hôpital. Donc ça c'est la première chose. J'avais envoyé des courriels pour voir un petit peu s'ils cherchaient des dentistes pour travailler, et on m'avait assez vite répondu en me disant que oui, il y a des besoins, normalement il y a des postes de dentistes permanents. Donc ces dentistes qui ont comme un contrat à l'année pour travailler là-bas, avec un nombre minimum de semaines par année, mais ils ont quand même beaucoup de vacances, donc ça fait que quand ces dentistes permanents partent en vacances, eux ils cherchent des remplaçants pour aller là-bas pour travailler. Et malheureusement, avec le temps, il y a de moins en moins de dentistes permanents, parce qu'il y a très peu de gens qui ont envie de s'isoler pendant longtemps. Si tu as ta famille qui est, mettons, au sud du Québec, à Montréal, c'est difficile. Je pense que c'est 36 semaines, il me semble, obligatoire de travail en fin de compte. Et donc il n'y a pas beaucoup de monde à qui ça convient, il y en a certains, mais il y a très très peu de dentistes permanents par rapport à la demande.
Donc c'est ça, j'avais envoyé des courriels, on m'avait demandé évidemment de l'administratif, mon diplôme, mon équivalence, s'assurer que je faisais bien partie de l'Association des dentistes du Québec, responsabilité civile. Puis une fois que j'ai été inscrite sur la liste des remplaçants, eux ils m'envoient des courriels en me disant ok, on a besoin de quelqu'un telle semaine, et puis en fonction de mes disponibilités, je choisissais les missions. Je suis restée jusqu'à mes 18 ans sur l'île de la Réunion. Donc moi j'ai vraiment ma famille là-bas. Je suis née là-bas, ma grand-mère est là-bas depuis des générations. Et c'est vrai que le Québec, c'est synonyme de neige, donc c'est quand même magique pour quelqu'un qui vient d'une île, qui a pas trop vu ça quand il était petit. Donc moi j'avais pas la chance de, comme beaucoup de mes amis quand j'étais enfant, d'aller en France pour les vacances au ski, ce genre de choses. On allait souvent à l'île Maurice, hein, c'est tout aussi c'est tout aussi cool vu de loin, mais c'est vrai que j'allais pas du tout dans des pays un peu plus froids. Et le Québec, c'est quand t'arrives, faut déjà te préparer quand même mentalement, parce que l'hiver dure très longtemps et il y a beaucoup de neige et il faut savoir conduire sur la neige. Il y a plein de petites choses qu'il faut savoir, et j'ai eu la chance de, justement, le dentiste qui a été mon maître de stage, c'est aussi un ami, et toute l'équipe a été super à essayer de m'apprendre un peu toutes ces petites choses qu'il faut savoir faire l'hiver. Mais malgré ça, j'avais toujours cette peur en fait de quelque part de mourir de froid. Et c'est vrai que les premiers moins 20, moins 30, je savais pas à quel moment, j'arrêtais pas de dire ok, mais à quel moment faut que je m'inquiète au niveau des doigts, est-ce que c'est quand t'as mal, t'as pas mal, tu sais pas jauger en fait la gravité du froid. Si tu l'as jamais vécu, tu vois, pour eux c'est normal ici, mais pour moi c'était complètement nouveau. Et partir au nord aussi, à chaque fois, je pense que le plus froid que j'ai vécu c'est moins 37. Alors moins 37, c'est quand même quelque chose. Donc ça prend un bon équipement. J'y vais pas trop les périodes de grand froid en général. Moi j'y vais jusqu'à novembre. J'y vais pas décembre, janvier, février, parce que j'ai pas l'équipement nécessaire. Et comme c'est des endroits, comme je disais, où il y a pas d'arbres, le blizzard, le vent est assez fort, et il faut vraiment des lunettes de ski pour marcher d'un point A à un point B, parce que sinon tu as des risques d'engelure autour des yeux. Et donc vraiment ça demande un équipement qui est assez spécifique. J'ai ce qu'il faut, mais j'ose pas encore aller dans les périodes de grand froid pour le moment. Donc voilà, c'est ça. Beaucoup de gens me demandent aussi pourquoi partir de la Réunion. Et la Réunion, c'est comme une petite île perdue. Il y a quand même beaucoup de monde dessus, mais je pense que quand on est jeune et qu'on a envie de voyage et d'aventure, c'est pas l'endroit idéal. Tu te sens un peu enchaîné, piégé, et c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. J'aime pas les horaires de bureau, j'aime bien me sentir libre, j'aime ça aller dans le nord, j'aime ça me mettre dans des situations où t'es toujours en dehors de ta zone de confort, et ça me permet de me challenger tous les jours et puis de me sentir aussi vivante. Je pense que c'est ça qui est important. Alors les contrats de remplacement au Nunavik avec les Inuits, c'est le gouvernement du Québec qui gère ça. Donc tout est pris en charge par la RAMQ, l'équivalent de la Sécu. Donc ils prennent en charge les frais de transport, le temps de transport jusqu'à un certain montant. Les per diem, ils appellent ça, donc c'est la nourriture par journée, on a le droit à un certain montant, et ensuite on est payé au tarif horaire. Donc c'est pas un salariat, mais t'es payé à l'heure en tant que travailleur autonome.
Et après, il y a différentes, en fonction des secteurs. Là, le Nunavik avec les Inuits, c'est comme ça. Après, il y a la baie James où eux aussi, ils font par tarif horaire, mais les soins sont remboursés par rapport à un autre système pour les CRI. Donc là, c'est une autre nation du Québec. Et c'est comme une mutuelle en fait fournie par le fédéral. Donc c'est pas géré par le Québec. C'est une mutuelle qui est fournie par le fédéral pour prendre en charge certains soins. Donc ils n'ont pas droit à tous les soins, mais une bonne partie des soins est remboursée par le gouvernement fédéral. Et c'est à peu près la même chose en fin de compte pour toutes les Premières Nations, sauf Inuit, c'est le fédéral qui gère. Et la baie James, donc c'est géré par la RAMQ quand même, les locaux, la prise en charge pour les dentistes, etc. Et dans toutes les autres réserves, donc c'est encore un peu l'ancien nom de réserve indienne, donc tous les autres territoires du Québec, c'est géré par des cabinets privés. C'est-à-dire que les locaux font partie de l'hôpital de la réserve, et les locaux sont pris en charge par le fédéral, mais un dentiste en cabinet privé peut signer un contrat pour exploiter ces locaux. Et dans ce cas-là, c'est les dentistes qui sont payés directement par les mutuelles. Et toi, tu as un pourcentage, en fin de compte, quand tu vas là-bas, sur les soins effectués. Alors ma première expédition, donc ça a été dans le village de Puvirnituq, qui est un village inuit au nord du Québec, donc dans la région qui s'appelle le Nunavik. J'étais vraiment très excitée en fait par l'idée d'y aller, parce que c'était vraiment la première fois pour moi, et c'est difficile en dehors du travail, en fait, en dehors des remplacements, d'aller visiter ces régions qui sont très éloignées, parce que c'est des villages où il y a pas de route. Donc le seul moyen d'y accéder, c'est par avion, et des fois pour les marchandises, donc toute la période d'été, par bateau, mais sinon il n'y a aucun autre accès possible pour aller là-bas. Donc, quand mon remplacement avait été accepté pour la première fois, j'avais reçu un petit guide pour les dentistes remplaçants au nord du Québec, qui expliquait un petit peu les conditions météo, comment ça allait se passer pour le logement, comment faire pour prendre les billets d'avion, parce que ça aussi c'est un paramètre qui est important, c'est qu'on doit payer les billets d'avion à l'avance, et ensuite on envoie comme une facture à la RAMQ pour qu'ils nous remboursent en fin de compte tous les frais de transport, etc. Et c'est des billets qui peuvent monter, un exemple pour Puvirnituq, c'est au-delà de $3 000, donc peut-être des fois $4 600 l'aller-retour, alors que c'est à 2 heures d'avion. Et donc c'est quand même assez impressionnant les tarifs. Et je pense que c'est vraiment pas accessible pour tout le monde, et même pour des vacances, c'est difficile de concevoir de payer ce montant-là pour aller en vacances à un endroit. Donc c'est vraiment spécial. Ladies and gentlemen, as part of our contact tracing protocols due to COVID-19, we ask that all passengers remain in their assigned seats for the duration of the flight. It is a Transport Canada regulation that a face mask be worn for the entire flight. Any passenger choosing not to comply with this directive will be documented and reported to the authorities. Mesdames et messieurs, pour aider la recherche des contacts liés avec le COVID-19, nous demandons à tous les passagers de prendre le siège assigné et d'éviter de changer de siège pendant le vol. Donc c'est ça, la première fois, je me suis dit, bon, je vais essayer d'y aller en septembre. Je venais de finir mon stage donc pour mon équivalent. J'avais obtenu mon équivalent, j'étais vraiment très contente. Puis c'était vraiment ma première mission en dehors. Et je m'étais dit, bon, voilà, je prends septembre pour pas qu'il fasse trop froid, parce que j'avais peur aussi qu'il fasse très très froid.
Et j'ai essayé d'organiser un petit peu tout. J'avais emmené toute ma nourriture pour une semaine. J'étais partie juste une semaine. Tu arrives à l'aéroport, c'est vraiment des tout petits vols. Donc il y a une compagnie aérienne qui s'appelle Air Inuit, qui dessert tous les villages Inuit, et puis qui va aussi au Nunavut, qui est une autre province du Canada qui va encore plus haut, vraiment niveau Groenland. Donc c'est quand même spécial. Ils ont leurs avions. Souvent, c'est des tout petits avions. Il y a un jet qui part jusqu'à Puvirnituk, donc pour transport moitié marchandises, moitié passagers. Et après, pour les autres villages, c'est des tout petits avions à hélice. Donc ça aussi, c'est assez impressionnant. C'était la première fois que je prenais des si petits avions. Et donc tu t'en vas, et quand tu as de la chance, il fait beau et tu regardes le paysage et tu vois complètement le paysage se transformer. C'est vraiment incroyable quand tu passes cette limite des arbres. Justement, tu vois la différence. Tout d'un coup, ça change, le paysage devient de la toundra, et là, il y a de la neige. Genre, c'est tout blanc, à perte de vue, et ça avait comme aucun sens pour moi qui viens de La Réunion. C'était la première fois que je voyais ça. Et déjà en septembre, il y avait de la neige, donc c'était ma première fois, début septembre, et il y avait déjà de la neige. J'avais déjà tout mon équipement quasiment d'hiver. Il faisait pas très froid, mais je pense qu'il faisait peut-être déjà entre 0 et moins 10 déjà en septembre. Donc c'est quand même différent. Donc tu arrives après dans un tout petit aéroport avec juste une salle d'attente. Il n'y a même pas de sécurité d'aéroport. Tu arrives, on te donne tes bagages et puis c'est parti. Et ma première expérience, ça a été difficile parce que même si on t'envoie un petit guide, on te prévient comment ça va se passer, ça se passe pas forcément comme tu aurais voulu. Donc c'est-à-dire qu'à l'aéroport, il y a personne qui vient te chercher. Il n'y a pas de réseau téléphonique. Donc le réseau de portable, mettons, ça fonctionne pas. T'as un tout petit téléphone dans l'aéroport où t'essayes de joindre l'hôpital pour dire bonjour, je suis la dentiste remplaçante, est-ce que vous pouvez m'envoyer le driver, c'est comme ça qu'ils disent là. Donc c'est quelqu'un qui conduit dans le village pour emmener tout le monde, en fait, les patients jusqu'à l'hôpital, etc. Donc c'est vraiment comme des petits taxis internes dans le village. J'essaye d'appeler, personne me répond, et puis j'avais eu de la chance cette fois-là. Je connaissais quelqu'un à Montréal qui m'avait dit tu vas à Puvirnituk, j'ai une amie infirmière qui est là-bas, donc en poste permanent à l'hôpital, et si jamais tu as besoin, elle pourra t'aider. Et j'avais écrit à cette personne, et j'avais eu de la chance, elle était venue me chercher. J'avais eu vraiment beaucoup de chance cette fois-là parce que ma première expérience, j'ai pas été toute seule, donc ça m'a permis d'avoir un témoignage aussi de quelqu'un qui travaille là-bas, comment ça se passe, la vie, qui était là depuis 3-4 ans, donc qui était vraiment dans la communauté. Et donc cette personne est venue me chercher en France on dit un quad, parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, il n'y a pas de route. C'est vraiment de la neige tassée et puis c'est tout. Donc l'hiver, tout le monde est soit en quad, soit en motoneige. Il y a quelques voitures, mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir une voiture. Et les voitures, si tu en achètes une, elles sont envoyées par bateau l'été, donc c'est quand même compliqué pour en avoir. Donc cette personne qui est infirmière, elle m'emmène à l'hôpital récupérer les clés du logement, parce que souvent tu arrives le dimanche. En fait, les accords, c'est quand tu y vas pour une semaine, tu arrives le dimanche, tu repars le samedi, pour pouvoir être sur place et travailler à l'hôpital en tant que dentiste du lundi au vendredi. Et donc tu arrives le dimanche, tout est un peu fermé. Heureusement, l'hôpital, ils sont plus ou moins prévenus que tu arrives, mais c'est vrai que l'organisation est un peu spéciale parfois. Donc il faut aller chercher les clés du logement à l'hôpital. Donc là, on y va, on récupère les clés. Et c'est des appartements de transit qui sont fournis aux professionnels de santé. Donc il y a un appartement pour les dentistes. En fonction des villages, ça peut être un appartement ou ça peut être il y a un petit hôtel aussi, une chambre d'hôtel. Donc dans tous les villages, il y a des hôtels. Et c'est vraiment des petits hôtels très simples, mais c'est souvent
t'es souvent content d'y aller parce que tu sais que tu vas plus ou moins avoir internet ou des choses comme ça, donc c'est plus confortable. Et là, j'avais eu droit à l'appartement de transit du dentiste qui était permanent avant. Et on arrive à l'hôpital pour récupérer la clé, et là elle me dit on vient d'avoir un suicide dans la communauté, tu verras, l'ambiance est un peu lourde. Et on rentre dans l'hôpital et vraiment ça m'a fait comme si il y avait un nuage noir qui planait en fin de compte sur tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose de particulier parce que cette semaine-là, il y a eu 3 suicides de jeunes, donc c'était entre 16 et 18 ans. Et ça arrive souvent, c'est un peu la réalité des villages du Nord, c'est des villages que ce soit Première Nation ou Inuit, c'est qu'il y a beaucoup de suicides pour plein de raisons, par rapport à leur histoire, quand ils ont... Avec le colonialisme aussi, ils ont perdu leur culture, c'est des gens qui sont déracinés, donc ils sont un peu perdus, et le fait d'être isolés, il n'y a pas beaucoup de perspectives d'avenir pour les jeunes, beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, et les suicides, c'est vraiment une réalité terrible, et ça se sent vraiment dans le village, juste de rentrer, l'ambiance est très lourde, quoi. Les gens, là, c'est un gros village quand même. Eux, ils disent Piuvi, souvent les gens du sud, c'est-à-dire que c'est Puvirnituk, mais pour aller plus vite, tout le monde dit Piuvi. Et je pense qu'ils sont 2000, un peu moins, 1700. Il me semble, il y a 1700 habitants. Donc les gens se connaissent quand même bien, et c'est vraiment toute la notion de communauté, un peu qu'on n'a pas vraiment en France, mais c'est très fort ici, l'appartenance à une communauté. Souvent, les magasins ferment, c'est-à-dire que tu as une petite épicerie du village, et tout ferme, en fait, quand il y a un suicide, quand il y a un enterrement ou des choses comme ça, tout ferme pour justement... c'est des moments forts de se recueillir en communauté pour ces moments dramatiques. Et donc c'est ça, moi, la première semaine, 3 suicides... le logement, j'avais pas internet, il n'y a pas de réseau téléphonique. Si je voulais appeler, mettons, mon conjoint ou ma famille, il fallait que j'achète une carte prépayée pour appeler avec le téléphone fixe de l'appartement. J'ai pas eu l'électricité tous les soirs pendant une semaine jusqu'à, je pense, les soirs à partir de 21h. Je commençais à avoir l'électricité, donc j'avais rien pour cuire ma nourriture. Enfin, c'était vraiment l'aventure. Et c'est un peu ça, c'était assez difficile, je trouve, de se retrouver isolé, je pense. Aujourd'hui, surtout, on a tellement notre téléphone tout le temps, Internet tout le temps, de se retrouver sans téléphone, sans Internet, sans électricité, ça a été vraiment un gros choc pour moi. Et après, c'est ça, le premier jour, le lundi, j'arrive à l'hôpital. Et donc j'avais une assistante. Souvent, les assistantes dans les villages, ce sont des personnes du village. Donc pour une personne, on dit Inuk. Donc c'est une Inuk qui était formée pour être assistante et qui permet en fait de faire interprète aussi pour les patients, parce que eux ils peuvent choisir dans leur scolarité de parler soit français soit anglais, mais il y a beaucoup de décrochage scolaire, ils vont pas forcément au bout de leur scolarité, donc ça fait qu'ils parlent bien anglais, mais c'est pas toujours facile. Ils préfèrent parler dans leur langue pour décrire des choses un petit peu plus complexes. Donc c'est vraiment important d'avoir une assistante qui fait aussi le rôle d'interprète. Et donc cette personne-là était vraiment super, je l'ai beaucoup aimée. On avait gardé contact, elle m'avait appris quelques mots. Enfin, c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui partage, qui a envie de partager aussi sa culture. Et donc qui t'explique un petit peu comment ça marche dans la communauté, et ça c'est vraiment des moments forts pour moi,
juste d'entrevoir un petit peu de leur culture à travers justement mon métier. Les interprètes sont vraiment indispensables aussi parce que elles peuvent joindre les patients, parce que comme je disais, il n'y a pas vraiment il y a une ligne téléphonique fixe, mais pas tout le monde paye l'abonnement pour le téléphone, donc ça arrive qu'il y ait des patients qui soient joignables uniquement par Messenger, mettons, parce qu'ils ont quand même, la plupart des maisons ont quand même le Internet, donc avec le Wi-Fi, mais ça coûte très très cher. Donc ils sont pas toujours tous joignables et l'interprète, en fin de compte, elle connaît quasiment tout le monde du village, donc elle est capable, par l'intermédiaire de plusieurs personnes, d'essayer de rejoindre tout le monde. Donc ça fait qu'il y a moins d'absentéisme aussi. Quand il y a l'interprète, il y a moins d'absentéisme au rendez-vous. Il y avait une époque aussi où on faisait des annonces sur la radio communautaire. Alors ça arrivait des fois que si on n'arrivait pas à joindre un patient, tu sais, tu dis un tel a rendez-vous chez le dentiste aujourd'hui à la radio, ou sinon même une petite annonce. On a de la place aujourd'hui, qui veut venir chez le dentiste à la radio communautaire, donc il va t'aider chez eux, à l'épicerie. Donc ça, c'est assez drôle. Nakikuni na tuak Davut skido laring date ko tamahan dito haktot ako vena yung mataw tukang pi nakkiw kang pila kido luplamin na liwte mga dakaw yigalokta unak daw kian thai kamukak igluling niutak nadliw na kayo taw vutit kang klinang med anana kuluk ningok kang klinang minga tutana kian thai kamukak nadliw na kayo taw vutit. Après, l'organisation des soins, c'est souvent des horaires un peu classiques du 9 à 5 avec 1 heure de soins prévus par patient, sauf s'il y a des urgences. Là, on essaie de s'organiser avec 1 heure de pause à midi pour l'assistante. Et c'est sûr qu'il y a toujours des différences culturelles qui sont normales, mais qui sont un petit peu difficiles à concevoir parfois pour nous. C'est-à-dire que l'assistante, il y a des jours où elle rentre pas. Il y a des jours où tu te retrouves toute seule. C'est juste que dans leur tête, s'ils viennent pas, c'est qu'ils ont une raison valable, mais ils te préviennent pas forcément. Mais eux, leur raison, elle est valable pour eux, donc ils viennent juste pas. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment culturel en fait. Il y a des moments où tu as besoin d'elle et puis elle va prendre sa pause. Et des fois, il faut juste s'organiser autour de ça, en fait, pour que ça se passe bien. Donc je comprends que des dentistes qui sont un peu habitués à une organisation très stricte de cabinet privé, quand tu arrives là, c'est vraiment un autre monde. Et puis, mais il faut juste se laisser porter. Et c'est pas toujours facile. On est un peu... je sais pas, moi j'habite dans une grande ville, j'ai l'impression d'être toujours un peu speed... toujours en train d'organiser quelque chose, et puis là, il faut vraiment tout lâcher et faire avec ce que tu as, les moyens du bord. Tu n'as pas forcément tout l'équipement que tu aimerais pour travailler. Des fois, tu te retrouves à faire une extraction chirurgicale, et tu as juste un davier, donc tu fais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et c'est des expériences fortes qui sont parfois positives comme négatives, mais c'est vraiment... des moments qui m'ont marqué. Thank you. You're welcome. See you. Pourquoi? Can you call me? Yeah, call me. Mon premier village, il y a un hôpital, donc c'est-à-dire qu'il y a un médecin, il y a des infirmières qui sont un peu... qui ont des responsabilités qui sont plus importantes que dans des hôpitaux qui sont au sud du Québec, parce que justement il y a beaucoup de besoins, beaucoup de demandes, et ils sont vraiment isolés, donc c'est vraiment des infirmières qui ont plus de responsabilités, parce qu'il y a certains villages où il n'y a pas de médecin, il y a juste des infirmières. Tous les autres villages, c'est-à-dire que, comme je disais, c'est 2 systèmes différents, donc tu as vraiment la baie d'Hudson et la baie d'Ungava. Chacun a un hôpital pour 7 villages, et tous les petits villages, c'est juste des accueils de jour. Donc ici on appelle ça des CLSC, donc c'est des centres de santé avec une infirmière
de 9 à 5 tous les jours, plusieurs infirmières mettons, mais l'accueil de jour c'est de 9 à 5 et après tu as les infirmières qui sont de garde. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas beaucoup d'équipement et ça fait que s'il y a vraiment quelque chose de grave, une urgence qui arrive dans les villages, les patients, on envoie ce qu'on appelle les MEDEVAC, donc c'est des avions qui sont envoyés depuis le village où il y a l'hôpital pour aller chercher le patient dans le village et en fonction de la gravité de son état, soit il est rapatrié à l'hôpital, soit carrément à Montréal ou à Québec pour gérer l'urgence. Et en fonction de la météo, c'est ça, l'avion peut plus ou moins décoller, il y a beaucoup de blizzards, donc c'est beaucoup de tempêtes de neige. C'est ça, la neige elle commence des fois en septembre, donc de septembre à mai, c'est toujours incertain en fonction de la météo pour les avions, pour tout, donc l'isolement il passe aussi par ça. Et après au niveau de la nourriture, tout est emmené par avion, donc tout est très 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 cher. Ça c'est vraiment... Moi j'essaie d'amener ma nourriture à chaque fois, donc j'ai l'air un peu un peu bizarre, j'emmène juste des pâtes et de la sauce tomate pour une semaine. Et parce que j'essaye de rien acheter dans la petite épicerie du village, mais parce que justement ça coûte très très cher. Et il n'y a pas toujours tout. Et autre chose aussi, c'est que dans les logements, il n'y a pas d'eau courante. En fait, il n'y a pas vraiment de système d'eau courante. C'est-à-dire que chaque maison a son réservoir d'eau et sa fosse septique. Et donc, tu as des camions citernes qui passent dans la semaine pour venir remplir l'eau. C'est-à-dire que tu as quand même un robinet, etc. Ça fonctionne, mais tu as 2 petits boutons qui sont très importants dans les logements. Donc, tu as l'eau et le sewage, la fosse septique, et quand ça s'allume, tu sais que t'es vraiment proche de la fin, donc t'espères que le camion va pouvoir passer, et ça arrive des fois que le camion passe pas, pour plein de raisons. Ça arrivait des fois que le réservoir d'eau gèle, et donc là t'es comme, oui, ils peuvent pas distribuer l'eau, donc il faut acheter de l'eau en bouteille, dans l'épicerie, pour pouvoir... avoir de l'eau. Et souvent, tu peux même pas boire officiellement, ça dépend des villages, mais tu peux pas vraiment boire l'eau du robinet parce que justement ils mettent du pergélisol ou des choses dedans pour justement idéalement que ça gèle pas. Donc il faut la faire bouillir pendant 1 minute pour pouvoir la boire. Et donc c'est toutes ces petites choses qui font que le quotidien est plus difficile là-haut pour tout le monde. Et c'est des petites maisons, donc c'est ça, il y a une crise du logement depuis de nombreuses années parce que le village entier a été construit par le gouvernement. Donc c'est plein de petites maisons, c'est assez mignon, c'est des petites maisons colorées qui sont pas sur pilotis mais qui sont surélevées à cause de la neige parce qu'il n'y a pas vraiment de déneigement des espaces. Et puis comme je disais, les routes elles sont juste tassées. Donc c'est des petites maisons un peu nordiques, l'image qu'on se fait des maisons au Groenland ou des choses comme ça, là, c'est facile à trouver ces images là, mais c'est un peu ça, c'est des petites maisons surélevées et il y a pas assez de maisons pour tout le monde parce que ça a été construit il y a longtemps, donc ils essayent d'en construire des nouvelles, mais il n'y a pas assez par rapport à la demande, et ça fait que souvent ils vivent très nombreux sous le même toit et ils sont locataires du logement, c'est-à-dire je pense qu'il y a pas de propriétaire, c'est-à-dire que tout appartient au gouvernement. Donc ils louent le logement et des fois aussi pour des raisons d'argent, ils préfèrent vivre plus nombreux sous le même toit. Et ça a causé pas mal de problèmes. Justement, quand j'y étais allée, il y avait encore de la tuberculose. Il y avait un secteur à l'hôpital exprès pour les cas de tuberculose. J'avais sur les dossiers... en fonction, c'est ça, c'était marqué cas de tuberculose, donc il fallait porter les masques spécifiques. Donc c'est assez difficile de voir ça, je trouve, de nos jours, se dire oui, il y a encore de la tuberculose. C'est vraiment, je trouve que les conditions sont très difficiles pour eux là-haut, et tout est lié un peu, c'est ça, au colonialisme, à leur histoire, l'impact de l'alcool. C'est vraiment
très difficile à voir, même si par mon métier, j'ai pas cet accès, mettons, qu'ont les infirmières dans leur vie privée ou des choses comme ça, mais tu le perçois quand même si tu es en retrait de tout ça. Au niveau du type de soins, c'est ça, s'il y a des gros besoins, l'état de santé bucco-dentaire est vraiment déplorable dans la plupart des villages, et c'est entre autres lié aussi au fait un peu de l'occidentalisation en fin de compte de la nourriture, c'est-à-dire qu'il y a l'accès dans les épiceries, c'est ça, des chips, comme tous les enfants, des fois les parents ils donnent des sucreries et ils n'ont pas les ressources ou les informations nécessaires pour se prévenir de tout ça, et il faut vraiment repartir en fait de la base, leur expliquer comment se brosser les dents, quand se brosser les dents. Enfin c'est une grosse partie du travail quand le temps le permet, parce que souvent ils viennent pour des urgences. Et ce qu'il faut se rappeler, je pense, c'est que ça, quelle que soit la barrière de la langue, quelles que soient les différences culturelles, c'est des gens qui quand ils vont chez le dentiste, ils aiment pas ça, ils ont peur de la douleur, c'est les mêmes peurs pour tout le monde, et c'est ça qui est important, c'est d'arriver malgré les différences, malgré les barrières de langue, rassurer quelqu'un en tant que soignant, essayer de lui apporter toutes les informations nécessaires pour qu'il comprenne ce qu'on va faire, qu'il prenne quand même une décision éclairée face au choix de traitement. Tout ça, c'est important, et c'est beau de pouvoir le faire, c'est ça, malgré toutes ces différences, se rappeler qu'on est tous humains. Puis des fois, ils sont fermés aussi, c'est-à-dire qu'ils se disent « Bon, ok, je viens juste te voir pour une urgence, tout ça, je m'en fiche un peu ». Et c'est un peu l'attitude de certains patients, mais qu'on a aussi dans le sud parfois, c'est-à-dire que c'est compréhensible, c'est qu'ils viennent pour des urgences majoritairement, il n'y a pas de suivi vraiment, donc c'est assez difficile. Je parlais des soins d'urgence, mais ça arrive beaucoup dans les villages inuits. Il y a beaucoup d'accidents aussi à cause de l'alcool, de la drogue. Il y a beaucoup de bagarres. Donc ça arrive souvent de voir qu'on voit des patients en urgence avec vraiment des fractures, des choses comme ça. Donc ça, faut savoir aussi gérer ce type d'urgence. Des fois, malheureusement, on n'a pas tout l'équipement nécessaire, donc c'est frustrant, mais en même temps, tu te dis, tu fais ce que tu peux sur place, t'as l'équipe des infirmières, infirmières, il y a quand même une équipe, on essaie de travailler ensemble, et on essaie de faire au mieux avec ce qu'on a. Allô? On fait un petit bonhomme qui a genre maximum 2 ans, qui a une bonne macération au niveau de la lèvre. Ok, oui. Mais des stitches, on pense qu'il y avait besoin de stitches, mais... Comme l'exemple d'un petit garçon qui était venu en urgence à Kangersuk, au village où j'étais il y a quelques semaines. Il est tombé à la maison, 2 ans, il est tombé, il s'est ouvert la lèvre inférieure, donc plutôt côté muqueuse, en intra-oral, et idéalement, il aurait fallu faire un point de suture, mais on n'a pas le matériel nécessaire, il y a aucun moyen de faire autre anesthésie que locale, sa coopération est quasiment nulle. Wow, Michael! Visiter Olivier. D'accord. Michael, come on. Stop being nice boy. Be a good boy now. Mais ça allait bien, ça aurait pu cicatriser tout seul, donc t'expliques aux parents, puis le père me disait on va le surveiller, puis au pire je le ramène demain, et puis ça, pour qu'on voit comment ça cicatrise, et ça se passe bien, et malgré la distance, malgré le peu de moyens, on s'en sort. Oh my God. Move his tooth through his lip. Est-ce que vous voulez le faire? Oui, mais May kupita mayo. Siya ko lang. Okay, maybe we could try one. One fist. Yeah. Oh, this is going to be really fun. open. Yeah, just for it to heal properly, but there's no damage on his teeth, so I just check on the teeth. Okay. Everything is okay, but yeah, maybe one stitch would be That's better. going to be painful.
You can try. If not, it will heal. It'll heal just like Yeah, that. because if it's you not don't- bleeding. Yeah, it's not bleeding no more. So- So even if you don't put a stitch in it, will it heal just like that? No. Yeah, maybe he will have a little scar or something. But... Well, he's a boy, he's gonna have scars. Et globalement, les soins, c'est beaucoup d'extraction, des fois des soins, des obturations, mais c'est beaucoup des caries, mais je veux dire, c'est souvent des extractions. Is it okay? Normalement, leur culture, c'est plus une alimentation de viande crue, mais beaucoup de viande issue de la chasse, etc. Donc, ça aussi, culturellement, c'est assez fort parce qu'ils essayent de maintenir justement ces périodes de chasse très importantes dans le village et c'est souvent des événements très importants. Moi, j'ai jamais assisté à ça encore, mais par exemple, il y a la période de la chasse aux phoques ou la chasse aux belugas et c'est des moments très forts en communauté et les chasseurs souvent mettent en commun la nourriture qui est issue de ces périodes de chasse dans le réfrigérateur en fait communautaire et tout le monde peut se servir et normalement ils répartissent la nourriture pour les aînés, les personnes âgées et après dans tout le village de façon équitable et ça c'est important aussi parce que ça a un impact sur leur dentition. Le fait de manger beaucoup de viande crue, tu le vois, l'usure est pas la même. Ça c'est assez intéressant, ça m'avait beaucoup marqué. Justement le côté plus carnivore, ça change complètement, ça façonne différemment en fin de compte leurs dents. Et c'est l'alimentation en fin de compte qui leur correspond le mieux et c'est ça que je disais un peu dans l'occidentalisation, les dégâts que ça fait. Il faut repartir de zéro avec eux en leur expliquant voilà, qu'il ne faut pas manger de sucreries, mais c'est des choses qu'ils comprennent mais qu'ils ont du mal à mettre en application parce que souvent c'est vraiment ce qui coûte le moins cher en épicerie, c'est vraiment toutes les cochonneries comme je pense comme pour nous aussi, comme en France, comme dans le sud du Québec, c'est ça, donc c'est difficile à voir, il y a beaucoup d'enfants polycariés que tu es obligé d'envoyer en anesthésie générale. Il y a des fois des spécialistes qui montent, il y a un peu d'orthodontie, il y a donc spécialiste pour les enfants, anesthésie générale, il y a chirurgien maxillofacial, qui montent, mais c'est sur des périodes de temps très limitées et très peu de fois par année. Donc, ça fait qu'en termes de soins aussi, ils sont limités par rapport à ça. Et ça, c'est quand quelqu'un vient. Je repensais à ça aussi, une anecdote rigolote. Les enfants inuits parlent très peu, donc, et aussi ils parlent que en inuktitut, donc c'est la langue des Inuits. C'est très difficile de communiquer avec eux, mais tu peux communiquer en anglais, ils savent quelques mots, mais ça rend quand même la communication un peu plus difficile. Donc le rôle des interprètes, des assistantes du village sont indispensables pour communiquer avec la plupart des personnes âgées et des enfants, parce qu'ils choisissent donc soit le français, soit l'anglais à partir du secondaire, qui est l'équivalent du collège. Ils apprennent un petit peu avant avec la télé, etc. Mais c'est quand même très sommaire leur anglais. Et donc c'est ça. Alors la première fois que j'ai soigné un enfant, bon, tu poses des questions, l'interprète elle traduit, et puis mettons, tu demandes oh, est-ce qu'il a mal quelque part? Il ou elle a mal quelque part? Est-ce qu'il y a une dent qui fait mal à la maison? Et l'enfant, souvent, comme tu sais, quand tu es positionné en tant que dentiste, t'es un petit peu en arrière du patient, donc j'entendais pas de réponse et l'assistante me disait oui ou non. Et je comprenais pas, je lui disais, au bout d'un moment, je lui dis ok, ça fait plusieurs enfants, mais des fois j'entends pas de réponse et puis tu t'arrives à savoir si c'est oui ou si c'est non. Et elle me dit oui, mais ils me répondent avec les yeux.
Et en fait, oui, les Inuits, ils peuvent dire oui ou non avec juste les sourcils et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est quelque chose de particulier. Il y a un autre village qui m'a marqué aussi, c'est un village qui s'appelle Akulivik, où j'étais allée en octobre l'année dernière. C'est un village où c'était vraiment super, les gens sont très gentils, et c'est juste qu'en termes de soins, j'étais allée une semaine aussi, et les 2 premiers jours, j'ai passé mon temps à faire des extractions sur des jeunes, mettons, je sais pas, entre 16 et 22 ans, et chez qui tu te rends compte qu'il faut quasiment enlever toutes les dents. Et j'ai fait que ça. Et j'ai fait que ça pendant 2 jours, et je suis rentrée chez moi en pleurant, en me disant mais c'est pas possible, enfin je sers à rien quoi. J'arrivais pas, j'étais complètement dépassée en fait par vraiment l'état de leur santé bucco-dentaire, en me disant ok, mais j'ai qu'1 heure par patient, je peux pas tout faire, et il y a un dentiste 1 fois aux 6 semaines quand il y a quelqu'un, et moi je peux juste éteindre des feux quoi. J'enlève je fais au mieux dans le temps que j'ai, mais c'est sûr qu'ils vont avoir mal, c'est sûr qu'il va y avoir des infections, c'est sûr qu'il y aura d'autres problèmes entre-temps, et je sais pas qui va pouvoir les aider. Et ça, c'est vraiment difficile, parce que c'est toi qui as un peu cette culpabilité, alors que tu devrais pas, parce que tu fais ce que tu peux. Et c'est un peu le côté négatif avec ces missions, c'est-à-dire que moi, le temps que je peux dégager, c'est des temps c'est du temps de vacances en fait que je pose dans le cabinet dans lequel je travaille, donc je peux pas toujours partir plus d'1 ou 2 semaines et se dire que c'est ça, que t'es impuissant face à leur état de santé bucco-dentaire, que tu vas les aider momentanément, mais en fin de compte, tu changes rien du tout. À quoi tu sers, en fait? C'est ça, c'est la question. Et est-ce que je suis utile? Est-ce que j'ai servi à quelque chose? Est-ce que je les aide vraiment? Ou je suis là juste de passage, et en fin de compte, le problème sera toujours le même, et ça m'a un peu déclenché l'envie justement de partir en santé publique. C'est vraiment suite à cette expérience que je me suis renseignée pour reprendre les études en santé publique, parce que ça m'a vraiment marqué, et ça a été très difficile d'arriver à ce constat de ok, toi en tant que dentiste, à quoi tu sers quoi, dans le cadre de ces missions. Dans les villages inuits, c'est souvent anglophone. C'est assez important pour eux, parce que par rapport aux traités, aux accords qu'ils ont passés avec le gouvernement du Québec, il y a beaucoup de conflits, et souvent ils se tournent plus vers l'anglais. Il y a certaines communautés, Premières Nations, mettons, comme les Inuits, qui eux vont choisir plus le côté francophone, parce qu'ils ont vraiment un lien très fort, un attachement très fort aux Français, aux premiers arrivants qui étaient des Français, et ça c'est quelque chose qui change aussi le rapport avec les gens. Le côté anglophone au nord, ça force tous les travailleurs en fait, tous les travailleurs de la santé à parler en anglais avec les Inuits, etc. Et le rapport est toujours un peu spécial, parce qu'ils sont contents d'avoir des travailleurs de la santé, ils sont heureux d'avoir des infirmières, donc on a quand même un statut important dans le village, mais en même temps, par rapport au conflit qu'il y a avec le gouvernement, on est beaucoup à l'écart, donc c'est difficile. Des gens qui sont là, comme je te disais, la personne qui m'avait accueillie, qui était là depuis 4 ans, elle n'a pas d'amis inuits. Il n'y a pas de lien social entre les travailleurs du sud du Québec et la communauté, et ça c'est difficile à voir, je trouve, d'être vraiment séparés. T'as l'hôpital, t'as les travailleurs, t'as les appartements de transit pour les travailleurs de la santé, et c'est comme un petit village dans le village, mais il n'y a pas de lien vraiment entre eux, malheureusement. Il y en a, oui, mais c'est très rare. Et ce qui est aussi particulier, c'est que
Mais souvent, les gens qui s'isolent, c'est des types de personnalités. C'est-à-dire qu'on peut parler aussi des travailleurs qui, eux, montent pour des périodes assez longues, travailler dans ces secteurs. Et malheureusement, la motivation première, c'est souvent l'argent, parce qu'il y a des primes d'éloignement. Ils sont très bien payés quand ils sont là-haut. Et je dis malheureusement, mais heureusement, parce que c'est une mesure aussi incitative pour les faire venir dans ces régions éloignées, mais c'est des gens qui restent pas longtemps, donc ça veut dire aussi qu'il y a moins de suivi. C'est difficile pour les gens du village de nouer une relation de confiance avec des gens qui sont là que de passage tout le temps. Et même pour les travailleurs de la santé, entre eux, tu te dirais, ils sont isolés, donc est-ce qu'il y a un lien fort qui se crée? Et puis en même temps, il y en a qui sont là depuis longtemps, il y en a qui sont là depuis très peu de temps. Donc en fait, ceux qui sont là depuis longtemps, ils se lassent en fait de toujours essayer de créer du lien social avec des gens qui sont là que de passage. Et tu le sens, ce côté un peu, cette lassitude en fait de voir des nouveaux tout le temps. Et ça fait que il y a une barrière aussi, mettons pour quelqu'un comme moi qui vient une semaine, avec des gens qui sont là depuis longtemps, mais ils vont pas toujours faire l'effort en fait d'essayer de me connaître, donc ça limite un petit peu les échanges. Et ça, en fonction des villages, c'est plus ou moins fort. Et c'est difficile aussi parce que t'es vraiment isolé pendant une semaine, et c'est difficile de créer du lien. Ça me dérange pas, mais c'est ça, des fois, j'essaye toujours, tu vois, de montrer de l'intérêt, de la curiosité, et je vois en fonction de la réponse comment ça se passe. Et surtout que j'ai une personnalité quand même très timide, c'est difficile pour moi justement de sortir de ma zone de confort, et je pense que c'est ça aussi que j'aime, c'est toujours un peu de chercher du challenge, d'aller dans des endroits où t'as pas de repères, et de voir comment tu arrives à t'en sortir avec tout ça, dans le respect des gens qui t'entourent, dans le respect de la culture, et puis voir comment on peut, c'est ça, d'être humain à être humain, et créer un tout petit lien à travers le soin. Qu'est-ce qu'il en sort de tout ça? Et ça, je pense que c'est ce que j'aime le plus. Donc là, ça fait un mois que j'ai quitté la clinique dans laquelle je travaillais, et je suis partie dans 3 endroits différents tout le mois de mai. Donc la première semaine, j'étais allée dans un village inuit, et la semaine d'après, je suis allée dans un village de la région qui s'appelle la Basse-Côte-Nord. Donc c'est quand même une région très isolée. C'est des villages c'est après la fin de la route, en fait. La route du Québec, c'est la route 138, elle s'arrête à un moment. Et en fait, petit à petit, ils ont essayé de la prolonger, mais il y a comme plein de villages après qui n'ont pas d'accès non plus par la route, donc tu es obligé d'y aller soit en avion, ou comme je suis allée là c'est une petite île qui s'appelle Harrington, et tu es obligé d'y aller en hélico, parce qu'il n'y a même pas d'aéroport en fin de compte sur l'île, donc à part le bateau l'été, et l'hélico, il n'y a aucun moyen d'y accéder. Et ça, c'était assez intéressant. C'est un tout petit village, je pense qu'ils sont moins de 200. Elle me disait, l'assistante, c'est aussi quelqu'un qui vit dans le village. Eux, ils sont quasiment que anglophones, ils comprennent le français, mais c'est assez rare pour un village du Québec d'avoir vraiment juste des anglophones. Ils vivent majoritairement de la pêche. Donc moi, quand j'y étais allée, c'était le début de la pêche, c'est-à-dire que la glace avait commencé à fondre. Et donc là, ils commençaient à rapatrier les bateaux de pêche, parce qu'eux, ils n'ont pas de gros ports pour les bateaux. Donc ils stockent leurs bateaux l'hiver dans un autre village. Donc là, ils allaient tous les chercher, et puis la saison de la pêche allait commencer. Donc c'est la saison du crabe des neiges, du homard. Et donc ils vivent de ça de mai à septembre, normalement. Et tout le reste de l'année, mais c'est ça, c'est intéressant aussi de comprendre ça, parce que tu te dis, ok, il y a des pêcheurs, la saison de la pêche c'est de mai à septembre, mais qu'est-ce qu'ils font le reste de l'année? Mais en fait, ils vivent sur le chômage, isolés sur leur petite île, et c'est quand même, c'est vraiment, je trouve, très spécial de se dire tout le reste de l'année, ils vivent enfermés chez eux, et l'hiver est
tellement rude, il n'y a pas trop d'arbres non plus sur cette île, donc il y a beaucoup de vent, beaucoup de blizzard. Et ça arrive qu'il n'y ait pas d'hélicoptère pendant, je sais pas, plusieurs jours à cause de la météo. Donc ça limite aussi les apports en nourriture. Donc ils ont toute une façon de vivre où ils font beaucoup de stocks de nourriture et des conserves. Et c'est vraiment toute une autre façon de vivre. Donc c'est ça c'était vraiment différent aussi à voir. Ils ont un petit hôpital aussi, mais c'est pas un hôpital, c'est comme je te disais, là c'est des accueils de jour. Donc il y a un médecin qui vient une fois par mois. Il y a un dentiste de temps en temps, mais c'est ça, là, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de dentiste parce que le fauteuil de dentiste était cassé, en fait, il devait le changer. Et moi, quand je suis arrivée, il venait vraiment de réouvrir la partie dentaire, donc j'ai pu travailler sur une chaise qui était toute neuve, et donc c'était bien. L'assistante était super, puis c'était vraiment différent. Et la semaine d'après, je suis retournée à Montréal juste le samedi et le dimanche. Et je suis repartie le lundi donc à Pessamit. Ça, c'est une de mes plus belles expériences à date. Là, c'est très récent. C'était vraiment il y a quelques jours que je suis rentrée. Donc, c'est à côté d'un village qui s'appelle Bécomo. Il y a un petit aéroport. Donc, je suis montée en avion, mais ça peut se faire par la route, mais je pense que c'est 7 à 8 heures de route, déjà non-stop, donc c'est quand même loin. Et donc là, tout était pris en charge par le dentiste qui détient le contrat avec le gouvernement, comme je disais. Donc là, c'était pas le tarif horaire, c'est pas le gouvernement qui gère, c'est vraiment une structure. Les locaux appartiennent au gouvernement, mais la clinique dentaire c'est géré par du privé. Donc pour celui-là, j'avais vu une annonce passer, il y a un groupe de Facebook là, des dentistes du Québec, donc j'avais vu l'annonce passer et puis je me suis dit, ça m'intéresse si je peux découvrir encore une autre nation. Je trouvais ça vraiment intéressant, c'était un petit peu moins loin que ce que je faisais d'habitude, mais c'est ça, pour que ça vaille la peine pour eux, ils demandent de partir un minimum 2 semaines, parce que c'est vrai que sinon les frais d'avion, etc., c'est toujours très cher. Donc j'ai eu de la chance, c'était vraiment super. Ils avaient fait une réservation pour moi, donc d'une petite maison. J'avais une petite maison pour moi toute seule. Donc j'étais à 20 minutes de la réserve et j'avais une voiture de location aussi. Donc je me suis dit bon, super, j'étais bien installée, tout allait bien. Et je suis arrivée le lundi, mais tout le monde était malade. Je pense qu'ils avaient eu, donc c'était pas Covid, mais c'était peut-être une grippe ou un rhume, donc j'avais pas pu travailler dès le premier jour, mais le lendemain, je me rends au village. Et donc c'est une réserve, donc c'est assez particulier. Les réserves, c'est pas isolé, c'est moins isolé par exemple que les villages que je décrivais au nord du Québec, parce que là il y a la route qui y va. Mais eux, ils sont isolés en tant que réserve, dans le sens où tu as vraiment une entrée, une sortie, ça commence par la police de la réserve, il n'y a pas les mêmes lois, c'est assez spécial, c'est un peu comme, je pense, on peut voir dans les films aussi, en Amérique, justement aux États-Unis, sur les réserves, etc., c'est qu'ils ont d'autres lois, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ils ne sont pas régis par le même système que tout le reste du Québec, par exemple. Donc ça fait que les gens ils mettent pas leur ceinture quand ils conduisent. C'est vraiment un peu spécial. Et donc j'arrive et c'était pas indiqué pour la clinique dentaire. Donc j'arrive, je savais que c'était le centre de soins, mais je savais pas où aller pour rentrer dans la clinique. Donc je vais voir une personne de la sécurité du bâtiment et je lui dis salut, je travaille à la clinique dentaire cette semaine, mais c'est la première fois que je viens, je ne sais pas où c'est, est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin? Et donc cette personne me dit t'es nouvelle ici, tu commences à engager la conversation, elle est vraiment très gentille. Et il dit tu viens d'où? Je vais te montrer où c'est. Tu passes sur le petit chemin là sur la gauche, tu verras l'entrée. Non, viens, je vais t'accompagner jusqu'à la porte.
Et ça a commencé comme ça. Et il me dit, bon, ben, comme t'es nouvelle, demain je vais venir te chercher. Est-ce que t'as une pause entre midi et 2? Je vais venir te chercher, puis on va faire un tour du village, je vais te montrer notre communauté. Tu verras, c'est une belle communauté ici. Je vais te montrer. Et ça m'avait touchée dès le départ parce que c'est assez rare, comme je disais, les rapports au Nunavik, c'était différent parce qu'aussi il y avait la pandémie et puis pendant longtemps on était obligé d'être en quarantaine, donc je pouvais même pas en fait faire mes courses ou je pouvais pas officiellement aller dans les épiceries. Et là, et même les gens sont pas aussi accueillants, ils savent que t'es étranger, mais ils vont pas. Il n'y a pas trop de curiosité, quoi. Ils savent que tu viens en tant que travailleur de la santé et ils vont pas te chercher. Comme là, quelqu'un qui vient vraiment me proposer de visiter la réserve, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et donc c'est ça, le lendemain, une fois que j'avais passé ma première journée de travail, le lendemain, cette personne m'a montré les environs, m'a expliqué plein de choses. On a eu vraiment beaucoup de discussions sur la politique, comprendre comment ça fonctionne. Moi, je savais pas, en fin de compte. Les territoires, comment ça fonctionnait, ça aussi, c'est très intéressant. Ils ont un conseil, en fait, Innu, c'est-à-dire qu'il y a un chef de Pessamit et il y a 6 conseillers, donc ce conseil-là est vraiment important pour les négociations avec le gouvernement parce que le territoire des Inuits est très étendu et il y a 13 barrages hydroélectriques sur leur territoire et ça aussi leur perception par rapport à tout ça parce que les barrages, il y a eu des traités avant qui ont été plus ou moins je sais pas comment dire, ça a été plus ou moins insidieux, un peu sournois, je veux dire, les accords qui ont été passés, parce qu'il y avait beaucoup de barrières de la langue, etc. Donc le gouvernement a un peu abusé, en fait, sur par rapport aux droits sur les territoires. Et ils ont du mal avec ça, parce que déjà, ça a changé complètement leur territoire. Les barrages, ça modifie complètement l'écosystème, la faune, la flore, c'est très difficile pour eux de se réorganiser autour de tout ça. Et aujourd'hui, ça fait aussi qu'ils sont toujours plus méfiants quand il y a des propositions justement de négociations pour... là, les dernières négociations en date, par exemple, c'est pour une mine, vraiment une mine d'exploitation sur 50 ans sur le territoire, sur leur territoire, et donc ils doivent négocier avec le gouvernement c'est ça, donc là ça se passe pas toujours très bien. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ils ont des droits sur leur territoire, mais ce qui leur appartient, il me semble que c'est juste 1 mètre à partir du sol. Donc tout ce qui est en dessous, la mine, en fait ça appartient au gouvernement, mais ils sont obligés de demander l'accord pour pouvoir exploiter ce petit 1 mètre au-dessus. Et souvent ils forcent en fait parce que de toute façon ce qui est en dessous appartient au gouvernement et donc ça crée vraiment des conflits très forts. Parfois des barrages comme des grèves, des choses comme ça pour que eux ils essayent d'imposer un petit peu leur façon de voir les choses, mais ils sont tellement peu nombreux et ils ont tellement peu de droits que c'est difficile pour eux de se battre contre tout ça. Et ça, j'ai pu avoir un petit peu, c'est ça, leur point de vue, grâce à cette personne. J'ai appris un petit peu la langue aussi, c'est toujours intéressant. C'est des langues elles sont toutes différentes, donc c'est ça, tu te dis, il y a 11 nations, et tu dis, est-ce que ça se ressemble un petit peu? Et ils te disent, non, pas du tout, on se comprend pas du tout entre les différentes nations, tout est différent. Washkan nimnan musha utat magnjish njishkado equiwikoteyet tewegan nyamite. Et même la façon dont la langue est construite, ça te donne déjà un petit aperçu de comment ils pensent en fait. Comment ils voient les choses, ça c'est vraiment, ça m'a beaucoup touchée parce que j'étais arrivée à un moment à essayer de comprendre les règles singuliers, pluriels, les verbes, comment ça fonctionnait un petit peu.
Et en fait, tu te rends compte qu'il distingue les choses qui sont ce qu'ils appellent animées, pas animées, mais la traduction n'est pas très bonne. Je pense que c'est plus être vivant et pas vivant, objet, tu vois, objet inanimé. Et ça va beaucoup influencer toutes les règles dans les mots vont changer. Les règles grammaticales vont changer par rapport à ça. Ouais, Toli Nihegahan. Dépé. Bonjour, je m'appelle Julie. Assis-toi là. Je vais regarder tes dents. Et c'est ça, j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir juste un petit aperçu de leur culture et cette personne, comme je disais là, ça a été vraiment une très belle rencontre qui m'a présenté des gens de la communauté aussi. C'était la première fois que je vivais ça, de me sentir inclus dans leur cercle. La notion de cercle de connaissances aussi est très importante pour les Inuits. Donc, tu as le cercle un peu de la communauté, donc déjà tu franchis une première étape, et après tu as les cercles plus intimes. Et j'ai réussi justement parce que c'était une rencontre assez forte en émotion pour moi, et très sincère, et beaucoup de partage, et donc je suis rentrée un peu dans le cercle plus intime. Et ça, c'était vraiment, je pense, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Tilne chocho Tukwi utnen Teti Chouchi. Cette personne, elle s'appelle Stéphane, donc j'imagine qu'il va peut-être écouter tout ça, donc je peux le dire aussi. Je le remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps, en fin de compte, d'essayer de m'inclure dans la communauté, alors que je restais là que pour 2 semaines. Donc son nom en Innu, c'est Pipan. Et je me rappelle, le premier jour, il m'a dit « Ah, Julie, pour nous, en Innu, c'est Touli. » Donc c'est un petit peu... mon surnom là-bas, c'est Touli. Et donc c'est ça, c'était des moments très forts, et ce qui était important aussi pour lui, c'est ça, c'était de me présenter à tous ces gens importants de la communauté, dire « Ah, regardez, c'est la dentiste cette semaine, on espère qu'elle va revenir. » Il m'a présenté aussi, montrer de l'artisanat aussi local, ça aussi c'était très important pour lui de me montrer « Ah, tu vas voir, telle personne, elle fait des mocassins traditionnels à la main. » Il m'en a acheté, donc j'ai pu en ramener, j'ai ramené certains souvenirs. Et aussi, il voulait que je voie sur le territoire des Inuits. Ça aussi, j'ai eu cette chance-là, parce que le territoire n'est pas accessible aux noms autochtones. C'est-à-dire qu'il faut une autorisation du conseil des Inuits pour pouvoir aller sur le territoire, voir ces endroits-là. Donc grâce à lui, j'ai pu accéder à une rivière qui s'appelle la rivière Papinachois, puis c'est là où les premiers Français sont arrivés, et ils ont vraiment, comme je disais, un attachement très fort, eux, aux Français, par rapport à l'histoire, parce que la première rencontre avec les Français, c'était tellement bien passé. C'est après que ça a été compliqué, mais ils ont toujours ce souvenir de cette première rencontre qui a été très forte et très touchante aussi, beaucoup de partage. Et je pense que c'est ça pour lui, c'était important de me montrer cet endroit et lui dire, tu vois, aujourd'hui, toi et moi, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme les premiers Français quand ils sont arrivés, on partage, on échange dans le respect, et ça c'est vraiment quelque chose de très très touchant. Je pense qu'il m'a marqué à vie. Tu me disais, pour les Français, on avait un attachement, mais je vois aussi le tien.
je le vois toi aussi. Puis ça, c'est indescriptible. C'est comme la chimie est bonne. Je m'attendais jamais que tu montes une photo de Pierre, puis tu me parles de Pierre. Tu me surprends, vraiment. Tu me parles en Innu. C'est fort. Ça m'a touchée, ouais, de voir son envie en fait de partage. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber directement. Mon premier contact dans la communauté, en fait, ça a été lui, quoi. Ça a été Stéphane. Merci Manuel, je suis très content. Que nous, tu vois, toutes les choses et tout de mer qu'on fait, ça me touche. Manuel, je suis content que tu aimes-le altament. Regarde, aujourd'hui, je remercie Cantabelduc, chez Manitou, le créateur, et que tu sois dans Meshknamet à mon chemin. Toli, Julie, je te remercie. C'est pas évident dans le sens où c'est une relation c'est un peu spécial, tu sais, de nouer un lien très fort, très vite avec quelqu'un, tu sais, sans sous-entendu, c'est juste, c'est ça, comme j'arrête pas de dire, c'est juste deux êtres humains qui se rencontrent, et puis ça fonctionne, et c'est tellement fort qu'on dirait que tu sais pas quoi faire avec ça, tu sais pas il y a pas de catégorie, en fait, c'est ça. Moi, ça m'est jamais arrivé, ce genre de rencontre aussi forte, aussi vite. Vraiment une amitié forte qui j'espère, va durer longtemps. Et c'est pas vraiment des au revoir, parce que tu te dis que, oui, en fait, non, c'est sûr, je vais y retourner. Je vais y retourner en fonction de mes possibilités. Je vais pas y retourner tout le temps, parce qu'il y a plein d'autres choses que j'ai envie de vivre, et comme je te disais, là, j'ai planifié aussi tout le mois d'août pour aller dans les territoires du Nord-Ouest, donc là, ça va être la première province du Canada hors Québec, où je vais aller travailler, donc c'est un peu aussi l'aventure, là, pour moi. J'ai bien hâte de pouvoir essayer ça, juste partir du Québec et puis travailler ailleurs, et peut-être l'année prochaine au Nunavut, là, vraiment en territoire inuit, pendant peut-être un mois et demi, 2 mois, et encore plus isolé, et ça c'est vraiment quelque chose qui me fait rêver de vivre au moins une fois, parce que, comme je disais, c'est des expériences qui peuvent être positives et négatives, mais ça reste des expériences incroyables. Et je me sens très chanceuse de pouvoir vivre ça. Pour cet épisode particulièrement, je remercie le professeur Jean-Noël Vergne de la faculté de Toulouse, mon invité de l'épisode 52, qui m'a présenté Julie. Stéphane ou Pipan, qui nous a autorisé à utiliser les messages envoyés à Julie. Et bien sûr Julie de s'être prêtée à cet exercice difficile du récit, et qui l'a fait merveilleusement bien. Vous venez d'écouter Entretien avec un dentiste. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et productrice de ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le site d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy du son libre était au montage. La musique du générique de cet épisode est Little Planet de Benjamin Tissot. Vous avez pu entendre des musiques traditionnelles Innu et aussi la voix magnifique d'Anne O'Haro, une amie d'enfance de Julie qui chante en créole une chanson intitulée Kamayang et produite par le label Cobalt. Les portraits d'Entretien avec un dentiste, c'est un vendredi par mois sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict,
Vous pouvez me laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler tout autour de vous. Et si vous voulez me parler de votre histoire, contactez-moi sur entretienavecundentiste@gmail.com, je vous lirai et je vous répondrai. On se retrouve en juillet pour un épisode dans un cabinet un peu spécial, à bord d'un catamaran.